Didier Lemaire, bonjour. Bonjour. Vous aviez fait parler de vous il y a de cela quelques mois, alors que vous étiez prof de philosophie à Trappes, où vous dénonciez une certaine situation et la montée de l'islamisme que vous avez vu depuis des années dans votre établissement et dans votre entourage, un petit peu aussi avec les élèves. Aujourd'hui, vous publiez Lettre d'un hussard de la République. Ce livre, pourquoi cette prise de parole à travers donc ce livre? Il me semblait important de présenter aux Français qui je suis, mon parcours, parce que beaucoup de choses différentes ont été dites à mon sujet. Il me semblait aussi important de compléter mon témoignage par une documentation plus précise qui retrace mon parcours année après année, pendant 20 ans d'enseignement de la philosophie dans ce lycée de Trappes. Et il me semblait aussi important de revenir sur ce cri d'alarme et de donner des pistes de réflexion pour... Cri d'alarme qui a eu du retentissement après aussi l'assassinat de Samuel Paty, hein, bien sûr. Oui, parce que je crois qu'après l'assassinat de Samuel Paty, il n'y a pas eu de débat politique en France sur la situation de l'islamisme et que j'ai pu le faire à cette occasion pendant le mois de février et le mois d'avril. Oui. À l'époque, quand vous avez commencé à prendre la parole, on a dit mais non, mais il est un peu parano, il exagère en fait les choses. Comment vous avez réagi en fait à ce moment-là? Je crois qu'il y a eu une certaine... disons que moi j'ai constaté en tout cas qu'il y avait une grande diversité dans le monde journalistique entre de véritables professionnels et d'autres qui ont des cadres idéologiques qui les amènent à ne même pas examiner la réalité des faits et la réalité du terrain. Concernant ma situation et ma protection, c'est un fait avéré qui est absolument indéniable. Dès le mois de novembre, j'étais sous escorte policière. Je rentrais et je sortais du lycée accompagné par au moins 4 policiers armés. Et puis ensuite, à partir du mois de mars ou février, je ne sais plus très bien. Oui. En février, oui. Au mois de février, j'ai été mis sous protection par le ministère de l'Intérieur. Donc, il ne s'agit pas du tout de ma part de paranoïa. Hein. Oui. Alors, dans votre livre, Lettre d'un hussard de la République, vous racontez votre parcours, justement, pourquoi vous avez choisi ce métier d'être prof, et ensuite, les premières petites accroches, les premières petites difficultés dans votre établissement, notamment avec, à l'époque, la mort d'un administratif qui vous avait particulièrement touché, hein, qui était lui intervenu pour essayer d'empêcher un incendie. Oui, j'ouvre le livre sur un chapitre de façon non chronologique en 2005, au moment de ce qu'on a appelé les émeutes de banlieue, dont on a eu un peu de difficulté à comprendre au départ le sens. Est-ce que c'était une révolte aveugle? Est-ce que c'était une révolte sociale? Ou est-ce que c'était déjà les prémices d'une montée de l'islamisme, en tout cas d'un c'était pas que de l'islamisme, c'était aussi de la délinquance, non? C'était un mélange de délinquance. Il y avait un sentiment quand même anti-français très fort qui dominait, puisque c'était principalement les cibles. Les cibles étaient alors principalement des cibles de bâtiments républicains, la police. Ou des services sociaux, les lycées. Et donc notre lycée a été attaqué une nuit. Et notre collègue qui était agent technique, le responsable agent technique, est mort suite à cette attaque. Des voitures ont brûlé en bas de son domicile, puisqu'il habitait le lycée. C'était le seul qui habitait, ou l'un des seuls qui habitait dans l'établissement. Il était seul à l'époque, l'approviseur n'habitait pas l'établissement, et il a été d'ailleurs laissé seul, sans protection, et à un moment où quand même on savait que... Et ça, c'était il y a 15 ans, et déjà à l'époque, vous en aviez parlé avec des collègues en alertant un petit peu sur la situation qui devenait de plus en plus, pas explosive, mais délicate, difficile, oui, non? Et on a même déjà des signes, moi mes premiers signes c'est 2001, au moment des attentats, j'ai quelques élèves, mais c'est une toute petite fraction, mais quand même à ce moment-là j'ai des élèves qui ouvertement se réjouissent de ces attentats, et c'est le premier moment, je dirais, où je prends conscience, 2005 étant pour moi un moment où je comprends aussi l'abandon de l'institution vis-à-vis des collègues et de son personnel. Oui, et Didier Lemaire, dans votre livre, vous dites ensuite qu'il y a eu une accélération. En ce moment, il y a le procès des attentats du Bataclan. C'est à cette période que vous avez senti vous-même aussi cette accélération avec le conflit en Syrie, avec beaucoup d'élèves, de camarades, d'élèves que vous aviez qui étaient partis ou qui partaient en... Oui, alors c'est la partie de mon livre dans laquelle j'explique peut-être, je donne le plus de détails sur ce qui se passe dans les classes à ce moment-là, ce que les élèves disent, et c'est cette
c'est ce moment entre 2015 et 2016 où la parole aussi se libère en classe, où le besoin, un besoin très fort des élèves de parler de ces événements qui me fait comprendre que je ne vis pas du tout dans le même monde qu'eux. Et là, vous en parlez avec vos collègues à l'époque déjà ou pas? Oui, Ou finalement, c'était déjà le pas de vague? c'était déjà le pas de vague, c'est-à-dire que souvent, il m'a été, quand j'ai proposé aux collègues d'organiser, par exemple, des conférences sur le sujet, je me suis retrouvé vraiment très seul, voire des collègues qui m'ont dit « mais tais-toi, on n'a pas envie d'avoir peur ». Oui, c'était très très difficile Et à ce moment-là. est-ce qu'à cette époque, vous aviez, et aujourd'hui encore, des convictions politiques ou un engagement? Oui, aujourd'hui, je suis membre du parti républicain solidariste que j'ai rejoint au mois de décembre parce qu'il me semblait difficile de mener ce combat seul et que je me suis reconnu dans les valeurs que porte ce Qui est parti. plutôt apolitique, non? Non, c'est un parti qui est plutôt, on peut le qualifier de centre-gauche, en tout cas qui vient d'un mouvement profond, disons, de la gauche Et du vous-même, 19e siècle. vous étiez plutôt quelqu'un de gauche, convaincu, non? Oui, alors je ne suis pas marxiste pour autant, Non, philosophiquement. bien sûr. Non, mais c'est important de le signaler alors que l'on dit aujourd'hui qu'il y a des discours qui sont à droite. Est-ce que vous avez l'impression de porter un discours à droite? Non, je n'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression de porter un discours de démocrate et de républicain avant tout, et pas du tout un discours de droite et encore moins d'extrême droite. Ma famille politique, disons que dans ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été d'être proche de la gauche, même si je n'ai pas adhéré à des partis de gauche auparavant. Oui. Le débat politique, comment vous le percevez, vous, en France, en fait, aujourd'hui, justement? Je pense qu'il est encore très décalé par rapport à la réalité, que j'attends que les candidats aux prochaines présidentielles évoquent ce sujet de manière sérieuse. Ils sont évoqués, là, déjà, non? Pas suffisamment. Il y a eu le projet de loi, le texte, ensuite, autour du séparatisme. Quoi, oui, mais à chaque fois, c'est une mesure qui est proposée ou une autre. Et justement, ce que je montre dans la conclusion de mon livre, c'est qu'il faudrait aujourd'hui un plan global et pas des mesures éparses qui n'auront pas réellement, je pense, d'effet. Didier Lemaire, vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On va aller justement sur l'appel que vous lancez à travers une lettre aux Français. Lettre d'un hussard de la République, c'est votre livre qui sort en ce moment, c'est aux éditions Robert Laffont. Didier Lemaire, notre invité ce matin, lettre d'un hussard de la République. Vous aviez déjà pris la parole il y a quelques mois, notamment après l'assassinat de Samuel Paty, professeur de philosophie. Aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, vous n'enseignez plus aujourd'hui, Didier Lemaire. Hein. Non, il n'est plus possible pour moi d'enseigner sans, je pense, mettre ma vie en danger. J'ai été placé sous protection policière. Il n'est pas question aujourd'hui de revenir dans un lycée. Je pense que ce serait un service pour personne. C'est assez compliqué. Alors, dans ce livre, où vous racontez votre vie en fait d'enseignant, et vous avez assisté, dites-vous, à la montée de l'islamisme progressivement, en fait, dans les classes où vous enseignez. Vous dites, dans cette lettre aux Français, notre République et notre culture sont en danger. L'islamisme se propage partout sur notre sol. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? D'abord, dans ce constat, je ne suis pas le seul à le poser, et je dirais que c'est un constat qui existe depuis au moins les années 2000. Les territoires perdus de la République, qui est un livre qui n'a pas été écouté, le rapport de Jean-Pierre Aubin en 2004. J'ai écrit d'ailleurs en 2018 avec Jean-Pierre Aubin, je me suis adressé au président de la République pour rappeler son constat, et Jean-Pierre Aubin déjà prévoyait ce qui allait se passer si on ne répondait pas à la poussée islamiste dans certains quartiers. Donc ce constat-là, il n'est pas nouveau. Aujourd'hui, la situation s'aggrave. Je rappelle que Trappes, c'est la ville d'Europe qui a fourni le plus de djihadistes. Et aujourd'hui, les progrès du communautarisme à Trappes font que les enfants de Trappes ne se sentent plus français. Donc, dans les décennies à venir, pas tous, bien entendu. Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser, bien entendu. Mais le progrès de l'islamisme est tel que je pense que pour les années à venir, ça va nous poser de très graves problèmes. Oui, parce que vous dites, si nous ignorons la menace, je reprends vos termes, il paraît inévitable que les tueries se généraliseront. Aujourd'hui, on est dans une phase de ce que Gilles Kepel appelle avec justesse le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir ni des cellules très organisées, ni des réseaux pour que des gens passent à l'acte, parce qu'ils sont déjà
ils ont déjà intégré les valeurs et le projet islamiste par Internet et par le développement du communautarisme. Ça touche aujourd'hui des individus, mais demain, ça pourrait toucher des groupes entiers. Et dans ce cas-là, on passerait d'attaques, disons, contre des personnes ou d'attaques ponctuelles à des formes peut-être de guérilla, voire plus tard de guerre civile. On observe dans notre pays une transformation assez voisine de celle qu'a subie l'Algérie dans les années noires. Oui. Pour un fait peut-être qui va parler à nos auditeurs, depuis l'assassinat de Samuel Paty, il y a au moins 8 enseignants qui ont été menacés de mort par des parents d'élèves et des menaces de mort islamistes, c'est-à-dire à caractère vraiment politique. C'est un fait tout à fait nouveau. Ça n'existait pas il y a 2 ans. Donc ça, c'est une réalité. C'est une réalité et qui n'est pas que, avant on disait dans certains quartiers très franciliens, là... Alors, je peux vous donner les villes. On a Lyon, on a Le Havre, on a Nîmes, deux enseignants de Nîmes, un directeur d'école et une directrice il y a 15 jours. Pau. Est-ce que chez les enseignants, là où on disait tout à l'heure qu'il y a eu pas de vague pendant un bout de temps, il ne fallait pas parler, il y a eu Samuel Paty, vous avez pris la parole, d'autres aussi progressivement, des anciens proviseurs par exemple. Est-ce que vous avez eu des messages de témoignages justement pour dire oui, il faut parler, oui, il se passe des choses importantes dans les classes et c'est là où ça se joue, quoi, à cet âge-là, au moment de l'adolescence. Quoi. Alors j'ai reçu, oui, quelques témoignages de soutien de la part de proviseurs, plus que d'enseignants, de toute la France, oui, j'en ai reçu, comme des messages d'ailleurs de mais Français. Moins d'enseignants, quoi. Moins d'enseignants, oui. Pourquoi, selon vous? Vous qui connaissez bien ce monde d'enseignants. Il me semble que les enseignants ont déjà perdu leur statut social, qu'aujourd'hui, ils gèrent des situations d'éducation qui sont difficiles et que je pense que, de façon générale, ils cherchent plus la paix dans leur salle de classe, pensant qu'ils n'ont plus réellement les moyens de transmettre une culture et d'éduquer les élèves. Un exemple, je fais chaque année de l'éducation à la propreté en classe de terminale. Je suis étonné de devoir le faire à cet âge-là. Oui, parce que votre livre, c'est une réflexion sur votre parcours, sur vous-même. Vous racontez les différents épisodes, notamment donc dans les années 2005 à 2015, et ensuite dernièrement quand vous avez pris la lumière avec votre prise de parole. Vous avez, j'imagine, réfléchi à d'éventuelles solutions. Qu'est-ce qu'il faudrait essayer d'appliquer aujourd'hui pour faire face à cette montée de l'islamisme ? Je pense qu'il faut déjà une prise de conscience nationale. Et je pense que ça se réglera au Parlement avant tout. Je pense que si les Français comprennent la nécessité et l'urgence d'une action, les politiques peut-être suivront. Donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je pense qu'il y a besoin d'une grande prise de conscience de nos concitoyens, d'une nécessité de réformer profondément notre pays. Il y a une réforme de l'école à mener, une réforme de la police qui n'est plus respectée dans les quartiers, une réforme de la justice aussi à mener. La justice n'est plus réellement partout appliquée en France, les décisions de justice traînent, etc. Donc je pense qu'il y a une refondation totale. Oui. Et par rapport aussi à l'islamisme et les musulmans, certains disent oui, mais attention, parce qu'on confond, on fait souvent l'amalgame et on va stigmatiser des populations musulmanes. Vous aussi qui les côtoyez, qui les avez côtoyées aussi pendant vos années d'enseignement à Trappes, comment est-ce perçu de ce côté-là ? Moi, je distingue toujours la religion ou le religieux et le politique. Tant qu'une religion admet la loi républicaine, ça pose pas de problème. Aujourd'hui, l'islam est instrumentalisé par les salafistes, les frères musulmans, les tablis, à des fins politiques. Et c'est ça le réel problème. Ce n'est pas l'islam en tant que pratique spirituelle. Donc, je pense qu'il faut d'ailleurs pas mettre le débat sur ce terrain-là, parce que c'est un débat qui est piégé, il faut le mettre uniquement sur un terrain politique. Oui. Pour revenir quand même... Pardon, même s'il y a une porosité évidente aujourd'hui. Oui. Porosité, c'est-à-dire entre... Porosité entre l'islam et l'islamisme, puisque aujourd'hui l'islam est pratiqué et enseigné par des prédicateurs, majoritairement sur notre territoire, qui sont aujourd'hui salafistes
notamment. Didier Lemaire, avec ce livre, Lettre d'un hussard de la République, vous voulez compter dans les mois qui viennent, à la fois par cette prise de parole et puis un engagement véritablement, vous l'avez dit, politique? J'espère, oui, que les Français liront ce livre et comprendront la nécessité urgente de sauver notre pays de la menace qui pèse sur notre avenir. Merci Didier Lemaire, Lettre d'un hussard de la République. Avant qu'il ne soit trop tard, c'est le sous-titre, c'est aux éditions Robert Laffont. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. Merci à vous.